Alors, ce deuxième concours blanc, la première épreuve, donc maths 1, j'ai choisi un sujet EM Lyon, donc un sujet de 2018, avec des choses plus ou moins compliquées, mais en fait rien de vraiment très difficile. Alors, on va commencer par le problème 1. Ensuite, bien sûr, on fera le problème 2, et puis dans un deuxième temps, je corrigerai le sujet HEC pour ceux qui ont fait le choix de ce sujet-là. Alors, commençons par la partie 1. Étude d'une suite d'intégrales. Bon, des intégrales classiques, avec des sinus, et une autre intégrale, la fonction i de x, qui est définie par une intégrale, dont on parlera par la suite. Première question, calculer W0 et W1. W0, c'est l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus de u à la puissance 0 du, c'est-à-dire l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de 1 du, c'est-à-dire pi sur 2. Ensuite, W1, c'est la même chose, l'intégrale entre 0 et pi sur 2, mais de sinus u. Donc je prends une primitive qui est moins cosinus u entre 0 et pi sur 2, c'est-à-dire qu'on va avoir moins cosinus pi sur 2 plus cosinus 0, c'est-à-dire 1. Donc notre première question nous dit que W0 égale pi sur 2 et W1 égale 1. Première question toute simple. Dans les copies que j'ai corrigées, ça s'est assez bien passé. La deuxième partie, par contre, ça a été un petit peu moins bien. Donc soit K appartenant à M, à l'aide d'une intégration par partie, montrer que, donc on va calculer WK moins WK plus 2, c'est-à-dire l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus u à la puissance k du, moins l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus u à la puissance k plus 2 du, c'est-à-dire l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus u puissance k moins sinus u puissance k plus 2 du, c'est-à-dire l'intégrale entre 0 et pi sur 2, alors je vais essayer d'écrire un petit peu mieux, de sinus u à la puissance k, facteur de 1 moins sinus carré u. 1 moins sinus carré, c'est cosinus carré. Et là, on ne peut pas tellement aller plus loin. Donc, on va faire une intégration par partie. Seulement, on ne peut pas trouver de primitive directe de sinus u à la puissance k. Donc, je vais réécrire ça légèrement différemment. Je vais dire que c'est l'intégrale de cosinus u, sinus u à la puissance k multiplié par cosinus u du. Ça, je vais dire que c'est mon u', et ça, je vais dire que c'est mon v. Posons u' de t est égal à cosinus t, facteur de sinus t à la puissance k. On a donc... C'est quelque chose qui est de la forme u' u puissance k. Donc on va avoir du 1 sur k plus 1, u puissance k plus 1. Et donc bien sûr je vais poser v de t égale cosinus t. Donc v' de t égale moins sinus t. Bon, très bien. J'ai des fonctions qui sont de classe C1. U et v sont de classe C1 sur l'intervalle qui nous intéresse, à savoir 0 pi sur 2. Par partie, on obtient que WK moins WK plus 2, ça sera donc le terme dit tout intégré, c'est-à-dire le produit U multiplié par V. Donc on va avoir cosinus T multiplié par sinus T à la puissance K plus 1 sur K plus 1, que l'on va évaluer entre 0 et pi sur 2, moins l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de 1 sur K plus 1 sinus T à la puissance K plus 1, multiplié par moins sinus T dt. C'est-à-dire, alors, en pi sur 2, vous avez le cosinus qui vaut 0, donc le produit vaut 0. En 0, c'est le sinus qui vaut 0, donc le produit vaut 0. Vous avez un moins ici, un autre moins ici, donc vous allez avoir plus 1 sur k plus 1 que je sors par linéarité de l'intégrale. Ici, j'ai du sinus t à la puissance k plus 2 dt, c'est-à-dire 1 sur k plus 1
wk plus 2. Et donc, finalement, wk moins wk plus 2 est égal à 1 sur k plus 1 wk plus 2. Et cette question-là, je ne l'ai pas vue beaucoup de fois bien faite. Hein. Vous avez, pour beaucoup, choisi bien mal votre fonction U'. Et donc forcément, l'intégration par partie... Alors, coup de bol, vous retombez sur vos pieds, mais avec plusieurs erreurs, donc évidemment, je ne peux pas compter ça comme juste. Question B. En déduire que W2K égale machin, bah là, clairement, on s'attend à avoir une récurrence. Bon. Si je réutilise ce qu'il y a au-dessus, d'après ce qui précède, pour tout K appartenant à N, vous allez avoir WK qui vaut 1 sur K plus 1 WK plus 2 plus WK plus 2. C'est-à-dire, bah, si je mets tout au même dénominateur, vous allez avoir K plus 1 sur K plus 1 plus 1, donc K plus 2 sur K plus 1 WK plus 2. Ou encore, parce que ce qui nous intéresserait bien sûr, c'est le contraire. Pour tout K appartenant à N, vous allez avoir WK plus 2 qui va être égal à K plus 1 sur K plus 2 WK en inversant l'égalité précédente. Donc ensuite, par récurrence, on pose PK à la proposition W2K est égal à factoriel de 2K sur 2 puissance 2K factoriel K au carré multiplié par pi sur 2. Bon, on initialise. Vous avez W0 qui vaut pi sur 2. On l'a calculé à la question 1. Et, d'autre part, 2 fois 0 factoriel sur 2 puissance 2 fois 0 factoriel 0 carré multiplié par pi sur 2. Ça nous fait donc 1 sur 1 fois 1 multiplié par pi sur 2, c'est-à-dire pi sur 2. Donc P0 est vrai. Une initialisation toute simple. Passons à la phase d'hérédité. On se donne un entier K tel que PK est vrai, c'est-à-dire tel que W2K est égal à factoriel de 2K sur 2 puissance 2K factoriel K au carré multiplié par pi sur 2. Bon. Et on va s'intéresser à W2K plus 1, c'est-à-dire W2K plus 2. C'est-à-dire, si je reviens un cran en arrière, c'est-à-dire en appliquant ma formule qui est ici, pour pour 2K en fait. Donc on va avoir 2K plus 1 sur 2K plus 2 W2K. C'est-à-dire 2K plus 1 sur 2K plus 2 multiplié par factoriel de 2K divisé par 2 puissance 2K factoriel K au carré multiplié par pi sur 2 par hypothèse de récurrence. Je ne l'écris pas, mais je viens de le dire. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire du calcul. Donc au numérateur, ça se passe très bien, puisqu'on va avoir directement 2K, factoriel de 2K multiplié par 2K plus 1, ça nous fait directement factoriel de 2K plus 1. Donc ça, c'est plutôt pas mal, sauf que, il nous faudrait du factoriel de 2K plus 2. Bon. Au dénominateur, j'ai un 2 multiplié par... Alors, donc j'ai 2 factoriel, 2 multiplié par K plus 1. 2 puissance 2K, multiplié par factoriel de K au carré, multiplié par pi sur 2. C'est-à-dire factoriel de 2K plus 1, mais il va me manquer un 2K plus 2. Au dénominateur, le 2 qui est là, je le multiplie par celui-là, je vais donc avoir du 2 puissance 2K plus 1.
Et le k plus 1 multiplié par ça, donc je vais avoir un factoriel de k plus 1 multiplié par un factoriel k, puisque j'avais factoriel k au carré, et mon pi sur 2 qui reste. Cette égalité-là, elle est vraie, mais elle ne m'intéresse pas. Je vais donc tout remultiplier par 2k plus 2, 2k plus 2. Et donc, on va obtenir au numérateur du factoriel de 2k plus 2, ça tombe bien, c'est ça que je veux, divisé par, je refais la même blague, 2 fois k plus 1, donc je vais avoir ici un 2 puissance 2k plus 2, factoriel de k plus 1 que j'avais déjà, et le k plus 1 que j'extrais de là-dedans, exactement comme je l'ai fait ici, je le multiplie par l'autre. Donc je vais avoir un autre k plus 1, multiplié par pi sur 2. C'est-à-dire que j'ai 2 facteurs de k plus 1, divisé par 2 puissance 2 facteurs de k plus 1, k plus 1 au carré multiplié par pi sur 2. Bref, j'ai retrouvé la bonne formule. Donc, pk plus 1 est vrai. Il ne me reste qu'à conclure proprement, par principe de récurrence, pour tout cas appartenant à n, W2k est égal à factoriel de 2k divisé par 2 puissance 2k, factoriel k au carré multiplié par pi sur 2. Et voilà pour cette partie-là. Et on a terminé la partie 1. Passons à la partie 2. Et dans la partie 1, il n'y avait pas grand-chose de vraiment compliqué, mais il fallait bien penser à tout ça. Alors la partie 2, là il y a du travail d'intégrale, de Taylor et ainsi de suite, puisqu'on nous parle carrément de l'inégalité Taylor-Lagrange, donc il faudra savoir l'appliquer. Question 3, dans la question 3, on nous demande de montrer que l'intégrale entre 0 et 1 de t puissance k sur racine de 1 moins t2 est convergente. Bon. On peut déjà remarquer que l'intégrale elle va être impropre en 1. Puisque la fonction qui a t associe t puissance k sur racine de 1 moins t carré est une fonction qui est continue sur 0,1 mais ouvert en 1. Non. Donc maintenant, il va falloir que je fasse mon changement de variable. Très bien, ce changement de variable qu'on nous donne, c'est t égale sinus u. La fonction qui a u associe sinus u est une fonction qui est de classe C1. Sur 0 pi sur 2, le sinus est strictement croissant. Strictement croissante. Sur... alors, là, on le fait entre guillemets à l'envers. Donc, on arrive dans 0,1 et on part donc de 0 pi sur 2. Ouais. À valeur dans 0,1. Donc, ce changement de variable, il va faire que la nature de l'intégrale que l'on va obtenir va être la même que l'intégrale de la précédente. Donc, par changement de variable, l'intégrale de départ, qui est donc l'intégrale entre 0 et 1 de t puissance k sur racine de 1 moins t2 dt, converge, si et seulement si l'intégrale avec la variable changée, donc entre 0 et pi sur 2, t c'est sinus u, donc sinus u à la puissance k, sur 1 moins sinus carré u, et mon dt,
qui va valoir donc la dérivée de sinus, donc cosinus u du, elle-même converge. Or, cette nouvelle intégrale, elle vaut quoi? Bon, bah, là, je ne change pas les bornes. Hein. Petite précision, hein, quand vous faites un changement de variable, il faut penser à changer les bornes. Vous êtes trop nombreux à ne pas changer les bornes. Pardon. Donc, sinus u à la puissance k, 1 moins cos, 1 moins sinus carré, on a dit tout à l'heure que c'était du cosinus carré, multiplié par cosinus u du, et il se trouve que pour tout u dans 0 pi sur 2, vous avez cosinus u qui est positif, donc racine de cosinus carré u est égale à cosinus u. D'où l'intégrale qui nous intéresse. Alors on avait du sinus k u sur racine de 1 moins sinus carré u cosinus u du va être égal, après simplification, à l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus k u du qui converge. Tout simplement parce qu'elle est faussement impropre. De plus, cette intégrale, bah, c'est exactement l'intégrale de wk. De plus, cette intégrale est égale à wk. Conclusion. L'intégrale entre 0 et 1 de t puissance k sur racine de 1 moins t2 dt converge et est égale à wk. Question 4. Montrer que I est défini sur R et préciser sa parité. Alors là, j'ai vu un certain nombre de choses du type la fonction est continue ou ce genre de choses. On n'en sait rien. On n'en sait rien et en plus on n'en a pas besoin. Alors, que va-t-il se passer ici? Pour tout x, alors non, c'est pas x, c'est t qui varie. Mais pour tout t appartenant à 0, 1, alors 0, 1 ouvert, hein, on a une intégrale qui est impropre. Vous avez exponentielle de xt plus exponentielle de moins xt sur racine de 1 moins t2, qui va être compris entre 0, puisque vous avez des fonctions positives. Alors, il y en a pas mal parmi vous qui ont essayé de retirer le racine de 1 moins t2, mais c'est ça qui va donner le pi sur 2, en rapport avec le w0. Si vous retirez le racine de 1 moins t2, vous êtes coincé. Et en plus de ça, le racine de 1 moins t2, lorsque t tend vers 1, va tendre vers 0, et quand vous divisez par quelque chose qui est proche de 0, ça va avoir tendance à faire monter les choses vers l'infini, et non pas à rester sous la valeur 1, hein, comme je l'ai vu beaucoup trop de fois noté. L'exponentielle de xt, elle va être inférieure, t étant plus petit que 1, elle va être inférieure à l'exponentielle de x. Plus exponentielle de moins xt, lui, au mieux, il va être égal à 1. Bon. Ensuite, par croissance de l'intégrale, on aura 0 plus petit que l'intégrale, plus petit que i de x en fait. Hein. Alors, non, on ne devrait pas écrire des choses comme ça. Il faut d'abord dire que i de x existe. Or, l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur racine de 1 moins t2 dt converge et est égale à w0. Donc,
il en va de même pour l'intégrale entre 0 et 1 de 1 plus exponentielle de x sur racine de 1 moins t2 dt. Par comparaison d'intégrale de fonctions positives, l'intégrale entre 0 et 1 de exponentielle de xt plus exponentielle de moins xt sur racine de 1 moins t2 dt converge. Pour tout x appartenant à R, I de x existe. Conclusion partielle. I est bien défini sur R. Ensuite, la parité, soit x appartenant à R. On va s'intéresser à I de moins x. C'est donc l'intégrale entre 0 et 1 de exponentielle de moins xt plus exponentielle de xt sur racine de 1 moins t2 dt. On reconnaît I de x. I est donc pair. Petit b. Donner la valeur de I de 0. I de 0, c'est quoi? C'est l'intégrale entre 0 et 1 de 1 plus 1 sur 1 moins t2 dt, c'est-à-dire 2 fois l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur racine de 1 moins t2 dt, c'est-à-dire 2 fois w0, c'est-à-dire 2 fois pi sur 2, c'est-à-dire pi. Donc I de 0 vaut pi. Et encore une question terminée. Question 5. Soit t appartenant à 0, 1, n appartenant à n, en utilisant l'inégalité de Taylor-Lagrange. Donc là, il va falloir la connaître, l'inégalité de Taylor-Lagrange. Et on nous dit gentiment exactement comment l'appliquer. À l'ordre de n, appliqué à la fonction qui à x associe exponentielle de u plus exponentielle de moins u, entre 0 et xt, montré. Donc bref, on nous mâche vraiment le travail. La première chose à faire, c'est de regarder la fonction que je vais appeler, par exemple, j'ai pas de nom, donc phi, par exemple. Soit phi, la fonction dont on nous parle, la fonction qui a u associe exponentielle de u plus exponentielle de moins u. Phi est de classe C infini sur R, puisque c'est la somme de deux fonctions qui sont de classe C infini. Ensuite, pour appliquer l'inégalité de Taylor-Lagrange, il va falloir que l'on dérive un certain nombre de fois, que l'on dérive 2n plus une fois, puisqu'on 2n fois, pardon. Enfin, oui, il va falloir qu'on dérive 2n fois notre fonction phi. Donc quand on va la dériver 2n fois, que va-t-il se passer? Donc on peut déjà remarquer que phi' de u, c'est exponentielle de u moins exponentielle de moins u. Phi seconde de u, on aura exponentielle de u plus exponentielle de moins u. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, pour tout cas appartenant à n, phi dérivé k fois, alors phi dérivé, pardon, 2k fois de u, alors ici j'aurais dû rajouter 1 pour tout u appartenant à R, phi dérivé 2k fois en u est égal à phi de u, c'est-à-dire exponentielle de u plus exponentielle de moins u, et phi dérivé 2k plus une fois de u, ça sera donc exponentielle de u moins exponentielle de moins u. Et donc si on regarde bien, en fait c'est juste un moins 1 multiplié par moins 1 multiplié par moins 1, bref un moins 1 à une certaine puissance, d'où
pour tout k appartenant à n, pour tout u appartenant à R, vous avez phi dérivé k fois en u, qui va être égal à exponentielle de u plus moins 1 puissance k, exponentielle de moins u. Donc ça, on va en avoir besoin pour appliquer notre inégalité de Taylor-Lagrange. Une petite sauvegarde. Alors ensuite, que nous dit l'inégalité Taylor-Lagrange? Qu'est-ce qu'il faut d'autre pour l'appliquer? Donc il nous faut une fonction de classe suffisante, ça je l'ai déjà dit, mais il faut aussi majorer la dérivée énième, en fait même la dérivée n plus unième, là-dessus. Donc nous on demande de l'utiliser entre 0 et xt. Donc si je me donne u dans 0 xt, eh bien pour tout k appartenant à n, vous allez avoir phi dérivé k fois en u en valeur absolue, qui est cette chose-là, mais qui va donc être plus petit que exponentielle de u plus exponentielle de moins u. Voilà. Et par croissance, pour tout u, vous avez exponentielle de u qui va être inférieure à exponentielle de xt. Sachant que t est entre 0 et 1, donc lui-même plus petit que exponentielle de x. Et exponentielle de moins u qui lui sera plus petit que 1. Nous, en posant... alors là, il faut être un petit peu judicieux. Parce que si je fais ça, je vais avoir de l'exponentielle de x plus 1 et non pas de l'exponentielle de x. C'est la dérivée n plus unième que je dois démontrer. Donc, la dérivée, donc 2n plus unième. Donc ce que j'ai écrit ici est vrai, mais ça ne va pas nous aider, puisqu'ici c'est la 2n plus unième. Donc en 2n plus 1, on est sur du impair, c'est donc un moins. On a même exactement égal à ça. Qui va être plus petit que exponentielle de u, qui va être plus petit que exponentielle de xt, qui va être plus petit que exponentielle de x. Donc tout ce que j'ai fait avant, on peut l'effacer. Alors c'est pas faux, c'est juste inutile. Donc la deuxième partie de l'inégalité Taylor-Lagrange est vérifiée. Je dis que ça, c'est mon m. Donc par l'inégalité de Taylor-Lagrange, vous avez alors phi de xt moins phi de 0 moins la somme pour k allant de 0 en fait, allant de 1, oui je peux intégrer le phi de 0 dedans, donc moins la somme pour k allant de 0 à n des xt moins 0 puissance k sur factoriel k, f, alors non pas f mais c'est phi, la fonction à laquelle je l'applique, dérivée k fois en 0, tac, qui va être plus petit que exponentielle x multiplié par xt moins 0 à la puissance 2n plus 1, puisque je l'applique, alors ici c'est 2n plus 1, divisé par factoriel de 2n plus 1, et bien c'est tout. On en conclut que alors pour tout
x, on nous a déjà tout donné. Donc phi de xt, c'est exponentielle de xt plus exponentielle de moins xt moins la somme pour k allant de 0 à 2n d xt à la puissance k sur factoriel k et phi dérivé k fois en 0. Alors, ça va valoir 1 ou 0. Je vais écrire ça comme ça. Inférieur ou égal à exponentielle de x, xt à la puissance 2n plus 1 sur factoriel de 2n plus 1. Or, si k est pair, phi dérivé k fois en 0 vaut exponentielle de 0 plus exponentielle de 0, c'est-à-dire 2. Si k est impair, vous avez phi dérivé k fois en 0 qui vaut exponentielle de 0 moins exponentielle de 0, c'est-à-dire 0. D'où vous allez avoir exponentielle de xt plus exponentielle de moins xt, moins la somme. Je ne vais prendre que les nombres pairs, donc k allant de 0 à n, des xt puissance 2k sur factoriel de 2k, multiplié par 2 fois k, 2 phi de k, c'est-à-dire 2, inférieur ou égal à exponentielle de x, xt puissance 2n plus 1 sur factoriel de 2n plus 1. Et voilà pour cette question. Question qui demandait un petit peu de calcul, qui demandait de se rappeler de l'inégalité Taylor-Lagrange, mais si jamais vous ne l'aviez pas, c'est pas grave. Vous pouvez passer cette question et passer direct à la question B. En déduire que I de x moins l'intégrale, moins la somme des machins W de k est inférieur ou égal à, bon bah très bien, donc je me donne un entier n, et je vais m'intéresser à ce qu'on me demande. I de x moins la somme pour k allant de 0 à n des 2x puissance 2k sur factoriel de 2k, W de k. C'est ça qu'on me demande de majorer. Donc il y en a qui ont essayé de bricoler en partant de la question précédente et en appliquant je ne sais pas quoi. Non, on me demande de majorer ça, ben, j'y vais. Ça c'est donc l'intégrale, alors I de x entre 0 et 1, de exponentielle de xt plus exponentielle de moins xt sur racine de 1 moins t2 dt, moins la somme pour k allant de 0 à n des 2x puissance 2k sur factoriel de 2k. Et ce w de k, c'est quoi? Alors, j'ai intérêt à utiliser la question 3, intégrale de 0 à 1 de t puissance 2k sur racine de 1 moins t2 dt, d'après la question 3. Donc, je vais donc avoir l'intégrale de 0 à 1, de quoi? De 1 sur racine de 1 moins t2, exponentielle de xt plus exponentielle de moins xt, moins la somme pour k allant de 0 à n des 2x puissance 2k sur factoriel de k, multiplié par t puissance de k, dt. Voilà. Voilà ce que j'ai obtenu. Ensuite, il va falloir que j'utilise la question précédente. Et ça va bien se passer, puisqu'ici, je vais pouvoir arranger tout ça, et je vais avoir un bloc ici. Donc cette chose-là va être plus petite que l'intégrale de 0 à 1, de 1 sur racine de 1 moins t2, multiplié par exponentielle de xt, plus, alors,
multiplié par valeur absolue de plus exponentielle de moins xt moins la somme pour k allant de 0 à n des deux. Je regroupe ces deux-là. xt à la puissance de k sur factoriel de 2k dt. Or, cette chose-là, elle est inférieure ou égale à quelque chose. Donc, par croissance de l'intégrale, ça sera plus petit que l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur racine de 1 moins t2. X puissance 2n plus 1 sur factoriel de 2n plus 1. Ben c'est ça. Exponentielle de x dt par croissance de l'intégrale. Et d'après la question 5a. Et donc ça va être inférieur ou égal. Tout ce bloc-là ne dépend pas de t, donc je peux le sortir par linéarité de l'intégrale. Et cette intégrale-là, on l'a calculée, ça vaut pi sur 2. Conclusion. Pour tout n appartenant à n, vous avez i de x moins la somme pour k allant de 0 à n des 2x puissance 2k sur factoriel de 2k w 2k qui va être plus petit que x puissance 2n plus 1 pi sur 2 facteurs de 2n plus 1 factoriel exponentielle de x. Un petit peu de calcul, mais on réutilisait ce qui précédait, et finalement, en y allant étape par étape, il n'y a rien de vraiment compliqué. Question C. En déduire que la série qui est ici converge. Alors, est-ce que c'est tout à fait la même? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Alors, qu'est-ce que l'on va pouvoir dire d'après ce qui précède? Déjà, on peut remarquer une chose, c'est que lorsque n tend vers plus l'infini, vous avez, si je me donne x appartenant à R, je crois que c'est R plus ici, non, c'est x un réel quelconque. Donc, le terme qui majore ici, donc x puissance 2n plus 1, multiplié par pi sur 2 facteurs de 2n plus 1 exponentielle x, ça c'est égal à x puissance 2n plus 1 sur factoriel de 2n plus 1 multiplié par exponentielle de x pi sur 2. Or, la série somme des x puissance n sur factoriel n converge, c'est la série exponentielle. Donc son terme général tend vers 0. X puissance n sur factoriel n tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. La suite, x puissance 2n plus 1 sur factoriel de 2n plus 1, qui est une suite extraite de la précédente, va tendre vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Déjà, justifier de ça, c'est pas si simple que ça. Hein. Et certains d'entre vous, je l'ai vu dans certaines copies, m'affirment que ça tend vers 0 sans aucune justification. Bah, c'est pas si évident que ça, notamment parce que si x est plus grand que 1, le x puissance 2n plus 1 va avoir tendance à aller vers plus l'infini. Donc, pas simple. Conclusion. Alors, conclusion, non plutôt, on en déduit que la somme qui nous intéresse, c'est-à-dire la somme pour k allant de 0 à n des 2 x puissance 2k sur factoriel de 2k w2k. Cette somme-là, elle va converger vers i de x.
d'après ce qui précède. Alors c'est pas tout à fait la série qui nous intéresse. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire de notre W de K? Or, donc on a donc somme pour K allant de 0 à plus l'infini. Alors, je vais faire les choses en deux temps, ça sera mieux. La somme pour K supérieur à 0 des 2x puissance 2k sur factoriel de 2k. Et ce W de K, on l'a calculé, multiplié par factoriel de 2k sur 2 puissance 2k, factoriel de k au carré, multiplié par pi sur 2 converge vers I de x. D'où, si on simplifie les choses, vous avez 2k, 2k, 2, 2, et on a ce que l'on veut. La somme pour k supérieur à 0 des pi multiplié par x puissance 2k sur 2 puissance 2k factoriel k au carré converge vers I de x. Et donc, conclusion, la somme qui nous intéresse, c'est-à-dire sans le pi des x puissance 2k sur 2 puissance 2k factoriel k au carré converge, et sa somme vaut I de x divisé par le pi. Et la somme pour k allant de 0 à plus l'infini des x puissance 2k sur 2 puissance 2k factoriel k au carré est égale à 1 sur pi multiplié par I de x. Et voilà qui termine la question 5b. Et cette question 5b termine la partie 2. Partie 3. Question 6. Une inégalité avec des intégrales. Là aussi, le pi sur 2, il provient de W0. Si je me donne x appartenant à R+, et t appartenant à 0, 1 ouvert, eh bien, trivialement, vous avez que l'exponentielle de moins xt sur racine de 1 moins t carré, qui est le quotient de deux nombres positifs, est plus petit que 0. Et l'exponentielle de moins xt, on l'a déjà utilisée, elle est plus petite que 1 sur 1 moins t carré. Donc, l'intégrale qui nous intéresse converge. Et surtout, sa valeur est comprise entre les deux. Vous allez avoir 0 plus petit que l'intégrale entre 0 et 1 de moins xt sur racine de 1 moins t2 dt, plus petite que cette intégrale-là, qui va être l'intégrale CW0, qui vaut pi sur 2. C'est réglé. Question 7. Alors la question 7, c'est une question très simple, mais je ne crois pas l'avoir vue une fois bien faite pour le moment. Je dis pour le moment, je n'ai pas encore corrigé toutes les copies. C'est une inégalité très simple. Donc si je prends V entre 0 et 1,5, vous avez 1 moins V qui est entre 1,5 et 1. Donc positif. Hein. Donc vous allez avoir du... alors il faut que ce soit... donc 1 sur 1 moins V est compris entre 1 et 2. Le 2 ne nous intéresse pas, il n'y a que le 1 qui est intéressant. Par ailleurs, alors malheureusement, si on fait le 1 plus V au carré, on ne pourra pas le comparer directement au 1 sur 1 moins V. Ben, on va soustraire. 1 plus V au carré, moins 1 sur 1 moins V, ben, on y va. Hein. On va donc avoir 1 plus 2V plus
v carré. Est-ce qu'on a intérêt à faire ça? Pas vraiment, il y a plus malin. Donc on va avoir 1 plus v au carré 1 moins v moins 1 sur 1 moins v, c'est-à-dire on va avoir du 1 moins v carré facteur de 1 moins v moins 1 divisé par 1 moins v, c'est-à-dire 1 moins v carré plus v au cube moins 1 sur 1 moins v, c'est-à-dire v facteur 2 1 plus v, 1 moins v, donc c'est bien du 1 moins v carré. Alors si je fais ça, on va avoir du v carré moins v moins 1 sur 1 moins v. Tout d'un coup j'ai un doute parce que donc cette quantité là elle doit être positive. Donc v bien sûr il est positif. V carré il est inférieur à 1 quart. Pourquoi j'ai exactement le contraire de ce que l'opposé de ce que je voudrais? Alors 1 plus v au carré, donc en fait j'ai fait ici du 1 plus v facteur de 1 moins v qui m'a donné 1 moins v au carré. Parce qu'ici c'est multiplié par 1 plus v, c'est pour ça. Donc 1 plus v moins v carré moins v cube. Et j'ai exactement tous les signes contraires, et ça c'est beaucoup mieux. 1 moins v carré. Bon. Or, cette chose-là, v au maximum, il vaut 1,5. V carré, il vaut aussi 1,5. Donc ça sera supérieur ou égal à v facteur de 1 moins 3 quarts sur 1 moins v, et ça reste positif. Conclusion. Alors j'ai voulu affiner, mais il y aurait moyen sans doute d'aller un petit peu plus vite. Pour tout v dans 0, 1 demi, vous avez 0 qui est plus petit que 1 sur 1 moins v, qui est plus petit que 1 plus v au carré. Bon, c'est parce que je n'ai pas voulu, mais sinon ici c'est un trinôme tout simple à étudier, hein, et puis on ne se pose pas trop de questions. Donc pour la 7a, c'est réglé. Question 7b. Soit x appartenant à R+, à l'aide du changement de variable u égale 1 moins t, montrer que on a cette intégrale. Bon. Cette intégrale, est-ce qu'elle va converger? Oui. Eh bien, d'une part, vous avez, pour tout t appartenant à 0, 1, vous avez exponentielle de xt sur racine de 1 moins t2, qui va être plus petit que exponentielle de x sur racine de 1 moins t2, d'où la convergence de l'intégrale qui nous intéresse, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de xt sur 1 moins t2 dt. Notre changement de variable, par changement de variable affine, u égale 1 moins t, hein, c'est un changement affine, strictement décroissant. On n'oublie pas que l'intégrale est impropre. Hein. On va donc avoir l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de xt sur racine de 1 moins t2 dt, qui va être égale à l'intégrale. Alors, il se trouve que quand on applique le changement de variable u égale 1 moins t sur 0, 1, on retrouve les bornes 0 et 1. Bon, pas de problème.
Exponentielle de x, bah, t qui est 1 moins, non pas 1 moins t, mais 1 moins u, sur racine de 1 moins u au carré. Attention, hein, c'est pas aussi simple que l'on pourrait croire. Multiplié par du, alors en théorie ça serait moins du, mais comme on intervertit les bornes en même temps, j'aurais peut-être dû écrire les choses comme ça. Ça serait peut-être plus parlant. Et donc on va avoir l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de x moins xu sur racine de 1 moins 1 donc plus 2u moins u2 du, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire exponentielle de x, intégrale de 0 à 1 de exponentielle de moins xu sur racine de 2u moins u2, donc racine de u, facteur 2, racine de 2 moins u, du, et je vais mettre un racine de 2 en facteur. Donc on va avoir exponentielle de x sur racine de 2, intégrale de 0 à 1 de exponentielle de moins xu sur racine de u, racine de 1 moins u sur 2, du, ce qui est ce que l'on voulait. Conclusion. Remarquez que même si à chaque fois j'ai écrit tous les calculs, je conclus systématiquement. Intégrale de 0 à 1 de exponentielle de moins xu, de moins x, non, je vais écrire dans le bon sens, exponentielle de xt sur racine de 1 moins t2 dt, égale exponentielle de x sur racine de 2, intégrale de 0 à 1 de exponentielle de moins xu, sur racine de u, racine de 1 moins u sur 2, du. Et voilà pour la 7b. Question 7c. En déduire que pour tout x appartenant à R+, on a cet encadrement. Bon. Alors, si on applique notre encadrement, alors l'exponentielle de moins xu sur racine de u, 1 moins racine de u sur 2. Donc il y a un côté qui devrait être relativement simple. Alors si je prends 1 sur 1 moins u sur 2, ça va être inférieur ou égal à 1 plus u sur 2 au carré, d'après la question 7a, puisque bien sûr u sur 2, il appartient à 0, 1 demi. D'où 1 sur racine de 1 moins u sur 2 sera plus petit que 1 plus u sur 2, et lui-même sera tout simplement plus petit que 1. Conclusion, eh bien on va avoir je vais majorer ça ne sera pas plus petit que 1. Ça ne sera pas plus petit que 1. 1 plus u sur 2. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. D'où mon intégrale de 0 à 1 de exponentielle de xt sur 1 moins t2 dt, qui est égal à exponentielle de x sur racine de 2 intégrale de 0 à 1 de exponentielle de moins xu sur racine de u racine de 1 moins u sur 2 du,
sera plus petit que exponentielle de x sur 2. Facteur 2, l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de moins xu sur racine de u du, plus l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de moins xu sur racine de u, multiplié par u sur 2 du. Et donc, on va avoir de l'exponentielle de x sur 2. Alors j'ai mis sur 2, mais c'est sur racine de 2, bien sûr. Intégrale de 0 à 1 de exponentielle de moins xu sur racine de u du, plus exponentielle de x sur 2 racine de 2, intégrale de 0 à 1, et le u divisé par racine de u, ça va nous faire racine de u, exponentielle de moins xu, racine de u du. Par ailleurs, un moins u sur... Ben en fait, j'aurais dû directement dire que c'était plus grand que 1. Bon. 1 sur racine de 1 moins u sur 2 est supérieur à 1, toujours d'après la question 7a. J'aurais pu tout faire d'un coup, en fait. D'où l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de xt sur racine de 1 moins t2 dt, qui est égale à exponentielle de x sur racine de 2 intégrale de 0 à 1 de exponentielle de moins xu sur racine de u, racine de 1 moins u sur 2 du, sera plus grand que exponentielle de x sur racine de 2 intégrale de 0 à 1 de exponentielle de moins xu sur racine de u du. On a l'impression de faire un petit peu tout le temps la même chose, mais en fait, ce sont des choses qui ne sont pas trop compliquées. Bon. Conclusion. On a donc exponentielle de x sur racine de 2, intégrale de 0 à 1 de exponentielle de moins xu sur racine de u du, plus petite que l'intégrale entre 0 et 1 de exponentielle de xt sur racine de 1 moins t2 dt, plus petite que l'autre morceau, exponentielle de x sur racine de 2, intégrale entre 0 et 1 de exponentielle de moins xu sur racine de u du, plus exponentielle de x sur 2 racine de 2, intégrale entre 0 et 1 de exponentielle de moins xu racine de u du. Alors, pour ceux qui se posent la question de la convergence, on va le noter après, remarquons que l'intégrale entre 0 et 1 de l'exponentielle de moins x sur racine de u du n'est pas impropre. Que cette intégrale est plus petite que l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur racine de u du qui converge comme intégrale de Riemann avec alpha égale 1,5 strictement plus petit que 1. Voilà, donc comme ça on s'est assuré de la convergence. Et on a terminé la question 7c. Question 8a. Rappelez l'expression d'une densité de la loi normale d'espérance nulle et de variance 1,5. Donc si jamais x suit la loi n 0, 1,5, alors x a pour densité la fonction f petit x qui a x associe 1 sur sigma racine de 2pi, donc sigma racine de 2pi, exponentielle de moins x moins mu au carré sur 2 sigma carré. C'est-à-dire 1 sur racine de pi
exponentielle de moins x carré sur 2. Ensuite, concernant les convergences d'intégrales, on a donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de fx de t dt converge et vaut 1. Donc, l'intégrale entre 0 et plus l'infini de ici 2 fois 1,5, c'est de 1 sur racine de pi exponentielle de moins t2 dt converge et vaut la moitié, 1,5 par parité de fx. Conclusion. L'intégrale entre 0 et plus l'infini de exponentielle de moins t2 dt converge et vaut 1,5 multiplié racine de pi sur 2. Par ailleurs, x admet une variance qui vaut 1,5. Comme l'espérance est nulle, alors e de x carré est égal à v de x, c'est-à-dire à 1,5. D'où l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de t2 multiplié par 1 sur racine de pi exponentielle de moins t2 dt converge absolument et vaut 1,5 par parité. L'intégrale entre 0 et plus l'infini de t2 1 sur racine de pi exponentielle de moins t2 dt converge et vaut la moitié et vaut 1/4. Conclusion. L'intégrale qu'on nous demande de t2 exponentielle de moins t2 dt converge et vaut racine de pi sur 4. Sauf erreur de calcul de ma part. Mais il n'y a pas de raison que je me sois trompé. Voilà donc pour la question 8a, qui est en fait essentiellement une question de cours. Question 8b. Je commence à avoir un petit peu mal au poignet. Question 8b. À l'aide du changement de variable, t égale racine de xu. Très bien. Montrer. Bon. Déjà, on peut remarquer que la fonction qui a u associée racine de xu est de classe C1 et strictement croissante. Donc c'est t égale racine de xu. Donc 2, 0, 1 à valeur dans 0 racine de x. Alors, on va appliquer ça à quoi? Exponentielle de moins xu. Donc c'est ouvert plutôt lui en 0.
d'où l'intégrale entre 0 et 1 de exponentielle de moins xu sur racine de u du. Ça sera l'intégrale entre 0 et racine de x de exponentielle de moins t2 sur alors racine de u, ça nous fera donc du t sur racine de x. Et alors donc on va avoir du dt qui va être égal à si je dérive ça donc du u prime du x sur 2 racine de u du. C'est-à-dire que mon dt, il va être quoi? Il va être du 2. Racine de xu sur racine de x. Non. Je suis un petit peu fatigué. J'ai donc du est égal à dx sur 2 racine de u sur x dt, c'est-à-dire racine de u, on va avoir du 2 t ici c'est racine de ux sur x dt. Donc ici on va avoir du 2t sur x dt. Voilà mon changement de variable. Alors il va y avoir là-dedans des simplifications évidemment. Donc on va avoir de l'intégrale de 0 à racine de x, de exponentielle de moins t2 sur racine de x avec un 2. Les t se simplifient, c'est-à-dire du 2 sur racine de x, intégrale entre 0 et racine de x, de exponentielle de moins t2 sur racine sur rien du tout, dt. Voilà. Or cette chose-là, l'intégrale entre 0 et racine de x de exponentielle de moins t2 dt tend lorsque x tend vers plus l'infini vers l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins t2 dt, et ça on a dit que ça valait racine de pi sur 2. D'où notre intégrale va être équivalente en plus l'infini à ce que j'ai sorti, donc du 2 sur racine de x multiplié par racine de pi sur 2, c'est-à-dire à racine de pi sur racine de x. C'est réglé pour le premier. Le deuxième, c'est l'autre intégrale. Par ailleurs, par le même changement de variable, l'intégrale entre 0 et 1 de exponentielle de moins xu racine de u du. Alors si je fais le même changement de variable, je vais avoir de 0 à racine de x. 2. De quoi? Alors, mon exponentielle de moins xu, ça va me donner l'exponentielle de moins t2, ça ne change pas. Racine de u,
Racine de U. Racine de U, ça va me donner quoi? Donc j'ai racine de XU égale T, c'est-à-dire racine de U, racine de X égale T. Donc racine, donc ici ça va me donner du T sur racine de X. Et ensuite, mon DU, c'est du 2T sur X DU. Ce qui va me donner du 2 sur X racine de X, intégrale entre 0 et racine de X, de T2 exponentielle de moins T2 dt. Et donc cette chose-là va être équivalente en plus l'infini à racine de pi sur 4. D'où l'intégrale entre 0 et 1 de exponentielle de moins xu racine de u du va être équivalent en plus l'infini à 2 sur x racine de pi sur 4, c'est-à-dire racine de pi sur 2x racine de x. Et c'est ça que l'on voulait. Et voilà qui termine la question 8b. Des petits calculs, pas forcément sympathiques, mais pas trop compliqués non plus. Question 9. Alors, la question 8b. Qu'est-ce que l'on a montré ? Alors, déjà, on peut remarquer que, d'après la question 6 et d'après la question 7c, pour tout x appartenant à R+, on va avoir exponentielle de x sur racine de 2, intégrale entre 0 et 1, 2 exponentielle de moins xu sur racine de u du, plus petit que i de x. J'ai ajouté les deux encadrements du 6 et du 7c membre à membre, plus petit que exponentielle de x sur racine de 2, intégrale de 0 à 1, de exponentielle de moins xu sur racine de u du, plus exponentielle de x sur 2 racines de 2, intégrale de 0 à 1, 2 exponentielle de moins xu, racine de u du, plus pi sur 2, qui est le morceau du 6 que j'ai rajouté. Bon. Moi, ce que je voudrais, c'est en déduire un encadrement. Donc, je vais tout multiplier, je vais tout déjà diviser par exponentielle de x. Je vais tout multiplier par racine de 2. Et je vais tout faire ce qu'il faut. Donc, ici, au milieu, je vais m'arranger pour avoir i de x divisé par exponentielle de x racine de pi sur racine de 2x. Ça va être compris entre exponentielle de x divisé par exponentielle de x, ça s'en va. Donc ici, je vais plutôt multiplier par racine de 2 multiplié par racine de x. Je vais l'écrire comme ça sera plus simple. Donc ça s'en va. Il va me rester racine de x sur racine de pi, intégrale entre 0 et 1 de exponentielle de moins xu sur racine de u du. De l'autre côté, j'ai la même chose, donc il va me rester la même chose. Plus, alors ici, il va me rester du 1/2 racine de x sur racine de pi, intégrale entre 0 et 1 de exponentielle de moins xu racine de u du, plus pi
sur 2, racine de 2, racine de x, sur exponentielle de x, racine de pi. Et ensuite, on va faire tendre x vers plus l'infini. Donc cette chose-là va tendre vers racine de pi sur racine de x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc cette chose-là va tendre vers 1 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc même chose, hein, ce bloc-là va tendre vers 1 lorsque x tend vers plus l'infini. Ça, c'est réglé. Ensuite, cette partie-là va tendre vers racine de pi sur 2x racine de x. Et donc, globalement, une fois qu'on fait nos multiplications, vous allez avoir tout va se simplifier, va vous rester du 1 sur x. Donc ça va être équivalent à 1 sur x, qui va tendre vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Et le dernier morceau, tend vers 0 par croissance comparée. Finalement, on invoque le théorème des gendarmes. Par le théorème des gendarmes, vous avez i de x racine de 2x sur exponentielle de x racine de pi, c'est-à-dire i de x divisé par exponentielle de x racine de pi sur racine de 2x, qui va tendre vers 1 lorsque x tend vers plus l'infini. Conclusion. C'est exactement ce que l'on voulait. C'est-à-dire que i de x va être équivalent en plus l'infini à exponentielle de x racine de pi divisé par racine de 2x. Et voilà qui clôt cette partie 3. Je m'intéresserai à la partie 4 demain. Partie 4. Un peu de Python, et puis de l'application à une histoire de variables aléatoires. Alors, écrire une fonction en Python. D'entête, def estime, entre parenthèses, LAM, alors parce qu'en Python on ne peut pas mettre lambda, qui prenant en entrée un argument réel LAM, strictement positif, simule un grand nombre de fois les variables x et y, qui suivent toutes les deux la loi P de LAM, donc qui signifie lambda, et renvoie une estimation de P de x égale y. La première des choses à faire, c'est qu'on va devoir importer la bibliothèque qui gère l'aléatoire, c'est-à-dire numpy.random. Ensuite, on va donc avoir notre fonction qui doit s'appeler def estime entre parenthèses LAM. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va devoir simuler un grand nombre de fois. Bon, par exemple 10 000 fois. Alors là, ça s'est laissé à votre libre appréciation. Donc je vais créer une variable x, qui sera donc rd.poisson de lambda. Une variable aléatoire y qui va faire la même chose. Et si jamais j'ai égalité, il va falloir que j'incrémente un compteur qui va me dire combien de fois les variables ont été égales. Donc ce qui fait qu'en fait, là, tout ça, je devrais décaler tout ça d'un cran. Alors, ce que l'on va faire, c'est que on va décaler tout ça. P, coller. On va mettre ça là. Hop. Et on va rajouter une instruction, par exemple, je sais pas moi, n, qui au départ sera égal à 0. Et là, par contre, je suis obligé de prendre une nouvelle page. Donc là, j'ai mon def qui est là. Je vais essayer de faire ça un petit peu plus proprement. Donc là, j'ai ma première indentation, ma deuxième indentation, ma troisième indentation. Et donc là-dedans, si jamais x est égal à y, dans ce cas-là,
j'ajoute 1 à n. Bon. Une fois que c'est fait, que je suis sorti de ma boucle, je n'ai plus qu'à renvoyer n divisé par 10 000. Alors pourquoi 10 000 ? Parce que j'ai choisi de faire 10 000 valeurs. Donc voilà une fonction qui fonctionne. Il y a une autre façon de faire, on peut créer directement 10 000 valeurs de x, 10 000 valeurs de y, et ensuite regarder quand est-ce qu'il y a égalité. C'est pas, je ne pense pas que ce soit meilleur de faire autrement. Alors, écrire un script Python qui utilise la fonction précédente pour tracer en fonction de lambda une estimation de racine de pi multiplié par lambda multiplié par p de x égale y pour lambda appartenant à 0,20. Bon, alors, écrire un script. Donc déjà, on va importer ce qu'il nous faut pour tracer. matplotlib.pyplot as plt. Ensuite, il va falloir que je remplisse une variable que je vais appeler x pour mes abscisses. Alors, pour pas qu'il y ait de confusion, je vais mettre du grand X et du grand Y, bien que informatiquement, je pourrais tout à fait laisser le petit x et le petit y, mais comme ça sera moins confusant. Donc, là-dedans, on peut faire un range ou linspace, mais à mon avis, le linspace est plus adapté. Alors, il faut qu'on aille de 0 à 20, mais 0 exclu. Par exemple, avec 1000 valeurs. Et donc, pour tout élément dans x, for i in x, je vais calculer le y correspondant. Donc pour y, il faut que je crée une liste. Alors le plus simple, en réalité, c'est de créer une liste vide, mais je vais créer une liste de 1000 valeurs que je vais mettre à 0 au départ. Et donc y de i, for i in x, non, faut pas faire comme ça, in range 1000, y de i, comment je vais devoir calculer ça? Donc racine de pi multiplié par lambda, donc racine de pi multiplié par lambda, le lambda qui correspond c'est le x de i, multiplié par la probabilité que x soit égal à y, qui est donnée par la fonction précédente, estime, et la valeur de lambda c'est x de i. Une fois que j'ai fait ça, je n'ai plus qu'à faire un plt.plot de x pour mes abscisses, y pour mes ordonnées, et un plt.show. Voilà pour cette question 10, cette question de Python, pas si simple que ça. À la vue de ce graphe, proposer un équivalent de p de x égale y lorsque lambda tend vers plus l'infini. On remarque que racine de pi multiplié par lambda multiplié par p de x égale y tend vers 1,5 lorsque lambda tend vers plus l'infini. Alors, on remarque que, donc, ok, conjecture. Oula. On a donc racine de pi multiplié par lambda p de x égale y, qui sera équivalent en plus l'infini à 1,5. Alors, pour beaucoup, vous n'avez pas mis le racine de x sur lambda. Vous êtes contenté de mettre le p de x égale y, mais ce n'est pas tout à fait ça qui est destiné. D'où p de x égale y sera équivalent en plus l'infini à 1 sur 2 racine de pi lambda. Voilà ce qu'on peut conjecturer suite à ce graphique. Question 11. Montrer que p de x égale y égale machin. Bon. Avoir x égale y, c'est quoi? Ben, c'est d'avoir x égale 1 et y égale 1, ou x égale 2 et y égale 2, ou
et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en fait, on va chercher la probabilité de la réunion pour k allant de 1 à plus l'infini. Je dis 1, mais ce sont des lois de Poisson. Donc, loi de Poisson, on peut partir de 0. Donc ici, k allant de 0 à plus l'infini, des p de x égale k, inter y égale k. Or, les x égale k et y égale k sont incompatibles les uns avec les autres. On va donc avoir la somme, pour k allant de 0 à plus l'infini, dp de x égale k, inter y égale k, par incompatibilité. Ensuite, on va utiliser l'indépendance. Par indépendance de x et de y. Et ensuite, comme ils suivent la même loi, une nouvelle page. On va avoir les p de x égale k au carré, car x et y ont même loi. C'est-à-dire la somme pour k allant de 0 à plus l'infini. J'ai une loi de Poisson de paramètre lambda, donc je vais avoir du lambda puissance k sur factoriel k exponentielle de moins lambda, le tout au carré. C'est-à-dire donc la somme pour k allant de 0 à plus l'infini, de exponentielle de moins 2 lambda, lambda puissance de k sur factoriel k au carré. L'exponentielle de moins lambda ne dépend pas de k, donc je peux la sortir de la somme par linéarité. La probabilité que x soit égal à y, ça sera donc la somme pour k allant de 0 à plus l'infini. Alors on a dit qu'on sortait l'exponentielle, donc je le fais. Somme pour k allant de 0 à plus l'infini des lambda puissance de k sur factoriel k au carré. Et voilà pour cette question. Question 12. Oups. Exprimer p de x égale y en fonction de lambda et de la fonction i. Bon. On a dit des choses sur cette somme. Alors, il faut remonter un petit peu. D'après la question 5c, vous avez la somme pour k allant de 0 à plus l'infini des x puissance de k sur 2 puissance de k multiplié par factoriel de k, non pas factoriel mais au carré, qui vaut 1 sur pi multiplié par i de x. Bon. Ici, là-dedans, qu'est-ce qui va se passer? Je n'ai pas ce 2 puissance k. Alors, je peux réécrire cette somme. Donc la somme pour k allant de 0 à plus l'infini, de x sur 2, le tout à la puissance de k, sur factoriel k au carré. Et donc ça vaut 1 sur pi i de x. Je vais donc appliquer ça avec x sur 2 égale lambda. C'est-à-dire que x est égal à 2 lambda, d'où on tire l'expression suivante. Somme pour k allant de 0 à plus l'infini des lambda puissance 2k sur factoriel k au carré est égal à 1 sur pi i de 2 lambda. On a la même somme. Conclusion. La probabilité d'avoir x égale y vaut exponentielle de moins 2 lambda sur pi i de 2 lambda. Et est-ce que c'est tout ce qu'on nous demandait dans la 12a? Oui. On a exprimé en fonction de lambda et de la fonction i. Pas de problème. Question 12b. Et on aura terminé ce travail. En déduire un équivalent de p de x égale y lorsque lambda tend vers plus l'infini. Donc on a vu à la question 9
I de x équivaut en plus l'infini à exponentielle de x racine de pi sur racine de 2x. Bon. Or, là-dedans, eh bien, si lambda tend vers plus l'infini, 2 lambda tend aussi vers plus l'infini, nous, P de x égale y. Alors, petit problème, parce qu'ici, on ne peut pas, a priori, composer les équivalents, notamment avec l'exponentielle. Ok. Donc, P de x égale y, ça sera donc... On ne peut pas composer les équivalents, donc on va dire que I de x sur exponentielle de x est équivalent en plus l'infini à racine de pi sur racine de 2x. Et là, je peux composer, puisque... je vais pouvoir composer. Puisque j'ai une puissance d'où I de 2 lambda sur exponentielle de 2 lambda sera équivalent en plus l'infini à racine de pi sur racine de 2 fois 2, donc 4 lambda. Conclusion. P de x égale y va être équivalent en plus l'infini à 1 sur pi, racine de pi sur 2 racine de lambda, c'est-à-dire 1 sur 2 racine de lambda pi. Ce qui est normalement ce que l'on a bien trouvé. Et bon, on a terminé ce problème.